Le texte que nous avons voulu déposer avec cette résolution, c'était pour marquer d'une empreinte ce qui a été fait jusqu'ici. Nous devons le combattre, ce harcèlement, parce que c'est un devoir moral, un devoir de démocratie et c'est un devoir social. On doit pouvoir le faire sans approximation, sans discours creux, avec la volonté concrète de pouvoir protéger tout le monde. Notre texte, il vise à dresser des balises précises, applicables et évaluables. Tout cela ne se fait pas de manière isolée. On ne peut pas considérer que les décisions que nous allons prendre aujourd'hui, ce sont des décisions qui vont pouvoir agir seules et sans se heurter à ce qui existe déjà. Harceler, c'est pénalement répréhensible. C'est de la violence. On a le droit pénal, et donc ce droit pénal, il s'applique partout, que l'on soit dans un établissement d'études, d'enseignement supérieur ou en dehors. Et donc on ne peut pas légiférer uniquement et spécialement pour les universités. Moi, je suis un peu déçu et navré de la tournure de certains propos qui, finalement, au lieu de servir la cause, utilisent la cause pour en faire de la politique. Je vais mettre les choses tout à fait au clair. Ma conscience se porte bien. La conscience de mon groupe et des mêmes ministres libéraux qui étaient en charge de la compétence au cours de la législature précédente. Parce que venir faire croire systématiquement que finalement, du banc du Parlement ou, quand on est ministre, en fonction que l'on fasse droit ou pas aux revendications de tel ou tel groupe, on deviendrait complice ou auteur des violences sexuelles et sexistes, il faut que ça s'arrête. Essayons de dépasser les clivages, c'était le début de mon propos. Qu'on ne soit pas d'accord sur la manière avec laquelle on arrive à l'objectif, c'est le jeu de la démocratie. Mais au moins, on est tous d'accord sur l'objectif. C'est le chemin qui diffère, ok. Et ce chemin, ça dépend aussi de la manière avec laquelle on veut que fonctionne notre démocratie. Je suis triste de la manière avec laquelle vous résumez en fait ce qui s'est passé. Vous dites, comme le rapport Beeves ne satisfaisait pas la ministre, en ce sens que les conclusions n'étaient pas celles qu'elle attendait, elle a renvoyé les chercheuses à leur recherche. Mais pas du tout, pas du tout. Mais non, alors relisez les travaux, ce qu'il s'est passé, et c'était très clair, c'était de dire, il y a eu un marché, il y a eu un cahier de charges, et la plupart des demandes n'étaient pas rencontrées. Alors quand vous passez un contrat avec un entrepreneur pour une maison, et qu'il vous manque les portes ou les fenêtres, mais vous rappelez l'entrepreneur et vous lui dites, désolé, j'adore la brique, la toiture est super, mais là je ne sais pas y rentrer. Et c'est simplement ça. Je caricature en prenant un exemple. Elle n'a pas contesté les renseignements qui étaient donnés. Elle a simplement dit votre rapport il est incomplet au regard de ce que nous attendions et au regard des critères qui étaient repris dans l'appel à projet et dans le cahier de charge. Et aujourd'hui, ce rapport Beeves, c'est un outil qui n'est pas contesté, c'est un outil. Et on a eu le rapport d'Itulkens qui, lui aussi, voyait une série de recommandations qui ont été exposées. Mais ce que disait le rapport Tulkens, parce que finalement les rapports arrivaient plus ou moins arrivaient au même constat, heureusement, mais ils avaient deux objectifs différents. Mais ce que nous disait le rapport Tulkens, c'est qu'il y avait 4 priorités. La première, c'est qu'il fallait évidemment informer et la prévention. Pourquoi ? La prévention, parce que c'est indispensable. Prévention, parce qu'on doit pouvoir expliquer aux étudiants, aux doctorants, au personnel des établissements d'études supérieures, d'enseignement supérieur, quels sont leurs droits. Ça fait partie de nos obligations. Et le rappeler avec des campagnes de communication, de publicité, peut-être avec des prises de parole lors du premier cours qui est donné aux étudiants, des journées où on bat le rappel, pour faire tout ça et sensibiliser toutes ces personnes, toutes ces victimes potentielles, hypothétiques, sur leurs droits. Deuxième priorité, c'était la prise en charge et la rapidité de prise en charge. Il n'y a rien de plus destructeur pour une victime de ne pas être entendue, prise en charge, de ne pas être reconnue victime ou de l'être beaucoup trop tard. Ce temps d'attente est horrible. Mais il faut distinguer les deux procédures. Le judiciaire d'un côté, on ne va pas instituer une sorte de tribunal au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur. Chacun son métier. On peut se poser la question de qui composera finalement l'organisme, la cellule
qui sera chargé de prendre une position sur tel ou tel fait. C'est pour ça qu'on a des magistrats. Ces magistrats sont indépendants et qu'on doit veiller à garantir cette indépendance, c'est qu'ils puissent avoir un regard extérieur et permettre, c'est vrai, à chaque établissement d'avoir sa propre règle. Ça voudrait dire quoi? On serait plus ou moins bien pris en considération, en charge, selon qu'on étudie à tel ou à tel endroit. Ça n'aurait pas de sens. Et la formation du personnel et la formation du personnel encadrant. Et c'est tout ça mis bout à bout. Et notre proposition de résolution, elle ne demande pas autre chose. Elle vise à rencontrer tous ces objectifs. C'est un dossier qui vit. Les moyens qui sont dégagés, soyons reconnaissants au regard de la situation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La manière avec laquelle on doit les affecter, c'est une manière qui doit être optimale. Et être optimale, je vous l'ai dit, avec les 4 objectifs qui sont rencontrés par notre proposition de résolution, eh bien, on peut aboutir à quelque chose de concret. On doit combattre, c'est le silence institutionnel. On est tous d'accord sur ça. Et ce silence institutionnel, les ministres précédentes ont réussi, en tout cas, à imposer un changement de vision, un changement de paradigme à travers ces circulaires. Une circulaire, si elle fait son effet, si elle arrive à dresser un cadre nouveau, le cadre dans lequel ces établissements d'enseignement supérieur doivent agir et de la manière avec laquelle ils doivent agir, eh bien, tant mieux. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est aligné sur ça. Et notre proposition de résolution, c'est ça. Instaurer des formations à destination du membre du personnel, mettre en place des procédures de signalement et de traitement des plaintes qui garantissent une prise en charge rapide et efficace. C'est l'instauration de procédures accessibles, indépendantes et respectueuses du secret professionnel, parce que oui, il faut pouvoir protéger les personnes qui se plaignent, mais l'université a son rôle, les tribunaux et la justice et la police ont le leur également. Et donc, le fait de stigmatiser un milieu en prenant une règle spécifique pour celui-ci, à savoir l'enseignement supérieur, eh bien, aurait des conséquences négatives, ne fût-ce que pour l'image de ce milieu. On doit pouvoir faire en sorte qu'il puisse agir sereinement, mais ce n'est pas parce que la ministre prend une circulaire, une résolution, qu'elle empêcherait une agression dans un cote ou dans une rue. Et c'est en ça que je trouve que le discours de l'opposition, je trouve, manque un peu d'objectivité et de hauteur par rapport à ce sujet. Mon groupe s'interrogeait sur la pertinence d'une commission interne chargée de juger les faits. Ça, je dois bien le dire, parce que comment garantir qu'une commission interne puisse être totalement objective? Chacun a son rôle, et on a des magistrats qui travaillent bien en Belgique. On a un État démocratique avec une véritable indépendance du système judiciaire. Eh bien, de grâce, ne jouons pas leur rôle. J'avais une autre petite question, et là, c'est plus pour l'aspect financier, Madame Desjardins, pour le groupe PS. C'était, vous avez évalué ces moyens nécessaires, selon vous, un peu plus de 2 millions d'euros. Vous allez les chercher où? On pourra se contenter, en tout cas la majorité se contentera de cette proposition de résolution dans un premier temps. Et on l'a dit, Madame la Ministre a fait réunir des groupes de travail qui ont planché pendant de nombreux jours, de nombreuses semaines sur des recommandations. Les mesures semblent avoir fait consensus au sein de ces groupes de travail. Et donc j'imagine que ce plan de lutte nous sera présenté dans les meilleurs délais et nous pourrons rajouter finalement un chapitre de plus à ce livre, qui n'est pas terminé malheureusement, mais qui, je l'espère, en tout cas, s'oriente vers des jours plus positifs pour l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur et pour surtout l'ensemble du personnel, l'ensemble des étudiants, l'ensemble des doctorants, l'ensemble du milieu. Je dirais même à un moment, et on verra, peut-être que ce sera un amendement de mon groupe, on devrait pouvoir inviter l'ensemble des universités à collaborer pour que l'on puisse, si une victime dépose plainte, le temps que l'information, l'instruction judiciaire se fasse, et c'est vrai que c'est toujours compliqué avec le sacro-saint principe de présomption d'innocence, de prendre des décisions anticipatives à une décision de justice au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, et bien de pouvoir exfiltrer, entre guillemets, le doctorant, la doctorante, mais faire en sorte qu'il n'y ait plus de contact. Et ça, je crois que ça doit être une des priorités, c'est de pouvoir assurer, après avoir vécu un traumatisme, qu'il soit après reconnu ou non par la justice, de pouvoir faire en sorte de le limiter rapidement dans l'intérêt et dans la paisibilité de tous. Voilà.